Bien, chers collègues, on vient de prendre place pour cette séance du conseil municipal du lundi 25 septembre 2023. Je vous propose que le secrétaire de séance soit M. Jean-Michel Morvan. Y a-t-il des objections? Pas d'objection, merci à vous. 3 points d'ordre du jour qui ont expliqué la rapidité de convocation de cette séance. Le premier point, sur la taxe d'habitation et la majoration des résidences secondaires, également les locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Nous aurons un point tableau des effectifs et la proposition de la création d'un emploi fonctionnel. Madame Christine Lancaster, pour le premier point. Oh, pardon. L'ordre du jour était trop court. Pour le tableau de présence, M. Jean-Marie Leroy. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Xavier Compin. Présent. Jean-Marie Leroy, présent. Troeger Eva. Dornemin Jean-Luc. Présent. Lancaster Christine. Guillouette Jean-Yves. Leroux Stéphanie. Le Put Dany. Le Gouin Michel. Morvan Jean-Michel. Eusé Joël donne procuration à Jean-Marie Leroy. Jacquert Marie-Odile donne procuration à Eva Troeger. Petit Leclerc Françoise. Gourdin Michel. Le Scanf Nathalie donne procuration à M. Jean-Luc Dornemin. Léard Didier. Ciricelli Vanessa. Le Quadou Cédric. Absent. Huon Ludovic. Le Paulès Michel Ghislaine. Le Chat Marc. Rumiano Valérie. Fichou Arnaud. Robigo Gilles. Les Émogères Christelle. Bazin Béatrix donne procuration à M. Éric Duval et M. Éric Duval. Du coup, réellement, le premier point, Mme Lancaster. Alors, premier point, la taxe d'habitation, donc la majoration sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Donc on vous propose ce soir d'échanger sur effectivement le taux de majoration. Selon les dispositions de l'article 1407 du Code général des impôts, nous avons la possibilité de majorer d'un pourcentage compris entre 5 et 60%. Donc la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les résidences autres que les résidences principales. Après avoir échangé sur plusieurs communes littorales et non littorales, mais surtout littorales pour trouver un petit peu une cohérence entre chacune, nous avons trouvé une moyenne environ 30%. Des communes sont à 15%, d'autres 30-35%. Aujourd'hui, très peu de conseils municipaux sont passés. Ce sont que des échanges selon les commissions. Bréa, par exemple, 60. Perros-Guirec, je crois, 60. Paimpol, entre 30 et 35. 15%. Féveneuc, 30. Voilà, on a fait un petit peu le tour, etc. Les échanges entre les différentes communes. Cette majoration, effectivement, cela nous permet on espère que les personnes qui ont des résidences principales ou qui louent sur des durées qui ne sont pas à l'année soient incitées à les louer à l'année, puisqu'on a quand même des pénuries de logements sur Ploie, c'est sur nos communes littorales. Et dans le cas où, effectivement, ce levier ne nous permettrait pas des locations supplémentaires, eh bien, ça nous permet une augmentation de recettes qui, au bout de quelques années, nous permettrait d'acquérir des biens permettant de faire de la location. On a un petit peu l'idée de cette taxe. Donc des questions dessus. Oui. Moi, c'est juste une question. Il y a un document sur table là que j'ai distribué. Il est marqué décider de majorer de 40%. Oui. Et dans les documents qu'on a reçus, c'est marqué 30%. On vote sur c'est ce que j'expliquais, c'est que j'ai appelé les communes pour faire un petit peu le bilan. Donc on était sur une moyenne de 30.
après avoir eu d'autres échanges avec l'équipe et d'autres communes qui ont revu leur taux, on est plus dans les 40. Voilà, une moyenne de 40. Donc là, ce soir, c'est 40%. 40. C'est la proposition. C'est la proposition. Merci, bonsoir chers collègues. J'aurais besoin de savoir à combien va se monter le montant de l'impôt du coup qui va être prélevé à 40% sur les habitations secondaires. Alors, si on augmente l'impôt qui est aujourd'hui de 16,67%, si on l'augmente de 40%, il passe à 23,34%. Et en euros, la globalité à la finalité. En recettes, ce que ça va donner? En recettes, donc si on augmente de 40%, on augmente nos recettes environ de 128 521 €. Ça, c'est les données DGFiP. Et du coup, ils vont en profiter à 30%, ça donnait combien? 96 391. Merci. J'attends vos échanges, questions, propositions. Peut-être juste sur le contexte, mais je pense que vous l'aurez évidemment compris, chers collègues. En fait, on a eu cette décision qui est annoncée, qui est comprise par les amis de la presse plutôt fin août, de rappeler que le courrier tout officiel qui fait la route de 12 septembre, d'où la convocation express de ce conseil municipal pour pouvoir délibérer avant le 1er octobre et pouvoir donc mettre cette mesure en œuvre dès cette année. Si nous attendions un prochain conseil, effectivement, nous passions un an sans faire d'appel donc à recettes supplémentaires. Aujourd'hui, j'ai les données de l'INSEE de 2020. Sur Ploie, nous avons 2234 résidences principales et nous avons 1098 résidences secondaires. Ce qui nous donne un taux, selon l'INSEE, de 49% de résidences secondaires. « 1098 en secondaire. Je voudrais quand même rajouter qu'en augmentant de 40%, en fait, on va s'aligner sur les communes qui augmentent de 30%, parce que le taux de base à Ploie était de 16 et quelques. Plus 40, vous l'avez dit Christine, on arrive à 23, 13,9 par exemple est déjà à 18%, plus 30, ils sont à 23 également. Et donc on s'aligne un peu sur les communes voisines. Je mets au vote. Alors, moi, personnellement, je suis un lecteur assidu de Bien vivre ensemble à Ploie, qui est votre page sur Facebook. Et en fait, il est écrit noir sur blanc, nous n'augmenterons pas les impôts locaux. Et c'est l'un des 5 principes d'action qui apparaît dans votre premier article de campagne municipale sur la page Bien vivre ensemble à Ploie, le 18 février 2020. C'est le premier article, premier des 5 engagements de campagne. Sur le même site, vous vous engagez le 20 mars suivant à des projets d'investissement sans augmentation des impôts par communal. Cet engagement a été réaffirmé tous les ans à l'occasion des budgets, des débats d'orientation budgétaire. Le dernier encore, pas d'augmentation des taux de fiscalité. Le 11 avril dernier, lors du budget, point 11, poursuivre le programme d'équipement sans augmentation de la pression fiscale. Il est proposé de ne pas augmenter les impôts, c'est clair. Aujourd'hui, vous vous apprêtez donc à revenir sur un de vos engagements de campagne que vous avez tenu jusqu'à aujourd'hui. Le taux actuel, donc moi j'ai recalculé effectivement parce que j'avais préparé sur 30%. Je vois donc le taux actuel, donc 16,67, on porterait donc à 23,34, ce qui fait que ça porterait le total à peu près à 601 000 € de recettes, d'après ce que j'ai compris, mais il faut calculer.
Par conséquent, du fait de l'augmentation des bases fiscales, parce qu'il ne faut pas les oublier, moi j'avais calculé qu'avec 30% d'augmentation, puisque j'ai travaillé sur les 30% qui étaient proposés au moment où j'ai reçu la convocation, cela aboutit à une augmentation de la facture finale pour le résident secondaire de 39,22% de la part communale. Parce que c'est une surtaxe qui finalement est une triple peine, puisqu'elle s'ajoute à deux autres éléments. Premièrement, les résidences secondaires sont les seules à être redevables de la taxe d'habitation. Les résidences principales ne le sont plus. Deuxièmement, les bases fiscales ont été augmentées de 7,1% cette année. C'est sans précédent. On n'a jamais connu une telle hausse depuis plus de 30 ans. Et il ne faut pas oublier déjà que l'an dernier, c'était 3,5%. Donc il faut ajouter déjà l'augmentation des bases à 7,1%, plus l'augmentation de 23,33%. Donc ça fait quand même une facture qui est très lourde sur la part communale. Et puis tout ça, c'est sans compter aussi que le taux ploatin de 16,67% est légèrement au-dessus de la moyenne départementale d'1% environ. Alors, voilà, cette proposition, moi j'ai travaillé aussi sur les motifs qui sont avancés. Parce que là, j'ai entendu pendant le débat, les autres font ci, les autres font ça. Oui, d'accord, mais les autres, c'est bien, mais nous, quel est l'intérêt? Est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quoi? Oui, non, etc. Donc d'abord, c'est un raisonnement personnel, c'est pas juste les autres font, je fais. Alors, voilà, le premier argument, moi je trouve que les motifs qui sont avancés, là, ne me semblent pas suffisamment solides. Je les reprends. Permettre d'acquérir des terrains. Alors là, je n'ai pas très bien compris. Je ne vois pas le rapport. Quel terrain? Des terrains constructibles? On parle de quoi? Là, je ne sais pas. Deuxième argument. D'acquérir des maisons pour des personnes qui souhaitent habiter à l'année. Alors, comme s'il y avait une adéquation parfaite entre les demandes de logement et les résidences secondaires. C'est deux choses différentes. Ce ne sera pas la même chose en termes de prix, de toute manière. Et comme si les acheteurs également de résidences secondaires allaient forcément se transformer en résidence principale. Ça, c'est pas sûr non plus. On pourrait avoir on a beaucoup d'étrangers qui viennent acheter ici, du nord de l'Europe. C'est ce qui pourrait aussi arriver. D'ailleurs, il faut regarder les chiffres. Alors, Christine, vous avez mentionné les derniers chiffres. Moi aussi, j'ai repris donc Armorstat 2020, 315 logements vacants à Ploua. Donc ça, c'est en plus des résidences secondaires, en plus des résidences principales. Donc on a déjà 315 logements. 315 logements, ce qui peut correspondre à autant d'offres à l'achat ou à la location. En plus, si on suit le raisonnement, la transformation des résidences secondaires en résidences principales aboutirait à quoi? À la disparition de la taxe d'habitation et donc à une perte de 601 000 € de recettes. Et finalement, le comble, c'est qu'il faudra bien les combler. Il n'y a plus que les résidences secondaires qui payent la taxe d'habitation. Si notre objectif, c'est de faire cette surtaxe pour transformer les résidences secondaires en résidences principales, vous perdez complètement la recette de la taxe d'habitation, soit 600 000 €, et il n'y aura pas d'autre solution que il nous reste qu'un levier, augmenter les taux pour les taxes foncières, c'est-à-dire pour tout le monde. Après, accueillir des saisonniers agricoles. Alors là, moi, je pense qu'il y a un problème d'adéquation entre les salaires et les loyers qui pourraient être... Là, je pense que c'est pas crédible comme argument. Alors, il était indiqué tout ça pour le tourisme. Alors, les résidences secondaires, c'est quoi? C'est le tourisme, c'est le moteur de l'économie avec les campings, avec les gîtes. La commune est triple pratiquement, principalement grâce à l'accueil et à l'habitation des résidences secondaires. Autre argument qui était avancé dans la note de synthèse, accroître l'offre à la location à loyer modéré. Alors là, je ne sais pas comment on peut garantir ce genre de choses. Quel mécanisme va permettre ce résultat? Il y a, à mon avis, encore un net problème d'adéquation entre l'opération qu'on fait et le résultat espéré. Parce qu'il n'est absolument pas certain que des résidences secondaires, qui quand même sont souvent d'un certain standing, aboutissent à des loyers modérés. Là, je ne sais pas comment on peut arriver à ça. C'est pour ça que je pense que cet argument n'est pas sérieux. J'ai repris les chiffres d'Armorstat 2020, qui indique effectivement 3647 logements à Ploua. Je simplifie, 2200 principales, 1100 secondaires. Donc ça fait ça fait 2 tiers résidence principale, 1 tiers résidence secondaire, dont logement occasionnel. C'est ce qui est inscrit. Ça, on ne travaille pas sur cette question-là. Plus les 315 logements. Ensuite, si on va plus dans le détail d'Armorstat, 2200 résidences principales. Sur ces 2200 résidences principales, vous avez 389 logements destinés à la location qui sont considérés comme vides, dont 62 HLM. Donc, avec les locaux, donc si on met logement vacant d'un côté, 315,
résidence principale locative vide en l'état. Donc ça fait 389. Ça fait un total quand même de 704 logements disponibles à la location qui n'ont pas trouvé preneur. Donc je pense qu'il y a une offre qui est largement suffisante et c'est en cela que je pense que les arguments qui sont avancés ne correspondent pas. C'est la raison pour laquelle je pense qu'effectivement, donc on a 704 logements qui attendent des locataires. Donc c'est pas, je ne vois pas en quoi le fait de mettre de nouveaux logements sur le marché va changer les choses, surtout que ça ne va pas forcément aboutir à des locations. Le loyer des résidences secondaires, à mon avis, ce sera forcément des loyers plus onéreux, et donc ça ne correspond pas à l'objectif qui est indiqué dans la note. Le problème de Ploua, à mon avis, ce n'est pas la faiblesse de l'offre, mais c'est la faiblesse de la demande. Et donc ça renvoie encore au problème principal de Ploua, c'est son attractivité pour les actifs. L'argument me semble donc pas plus fondé que les précédents. Ces arguments, j'ai l'impression qu'à part dire qu'on regarde ce qu'on fait des autres communes, oui d'accord, mais notre analyse personnelle, c'est basé sur quoi? C'est ça les arguments? N'oublions pas d'une part que, premièrement, que les propriétaires de résidences secondaires sont des gens qui aiment Ploua, pas juste des ennemis. Hein, ils y sont attachés. Ils sont parfois là depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une bonne partie d'entre eux qui ont hérité de la maison de leurs parents, hein, qu'ils essaient de maintenir. Et qu'ils ont dû, et ce n'est pas forcément des palais. Il ne faut pas oublier également que leurs origines familiales sont souvent ici, qu'ils se sont éloignés de Ploua pour des raisons professionnelles, ce qui renvoie encore à un problème d'attractivité pour les actifs. Les études ont d'ailleurs montré qu'en Bretagne, plus de la moitié des résidences secondaires sur la côte appartiennent à des Bretons qui habitent en Bretagne, c'est-à-dire plutôt dans les grosses villes. Voilà, et non pas, entre guillemets, des Parisiens, comme on pourrait stigmatiser. Troisième point, il ne faut pas oublier que le développement du travail à distance et la réduction du temps de travail en train avec la ligne à grande vitesse ont augmenté la fréquentation des résidences secondaires tout au cours de l'année, et ça on a pu le voir notamment pendant la période du confinement sanitaire où tous les hameaux avaient plein de maisons de résidences secondaires ouvertes. On peut aussi rappeler, quatrième point, qu'en grande partie, grâce aux résidences secondaires, la commune triple pendant la période de l'été. Et notamment, ça bénéficie à toute l'économie locale. Les résidences secondaires participent en effet pleinement à la vie culturelle et économique de la commune, notamment pour certains grâce, disons-le clairement, à un pouvoir d'achat que leur procure des salaires qui sont plus importants que ceux qu'on peut trouver ici. Donc finalement, on bénéficie de cette retombée du pouvoir d'achat plus fort de certains. Les études ont montré que la diminution des résidences secondaires a eu un impact négatif sur le commerce artisanal au profit des grandes surfaces. Hein, je pense à tous les commerces comme les boucheries, restaurants, pâtisseries, traiteurs, poissonniers, même à la fromagerie. Avoir une fromagerie, c'est quand même presque un commerce de luxe. Voilà, et donc si toute la commune se trouve en résidence principale, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une fromagerie, vous voyez. Mais en revanche, ce qui a été bien constaté, c'est que l'augmentation des résidences secondaires a pour effet de montrer que c'est les supermarchés qui en profitent. Donc attention à ne pas fragiliser notre commerce de proximité. La seule conséquence en termes de location, à mon avis, sera que les propriétaires devront augmenter la durée des locations saisonnières estivales, c'est souvent le réflexe que font, pour pouvoir payer les impôts, et ils devront se priver eux-mêmes de la possibilité de profiter de Ploua qu'ils aiment et qu'ils fréquentent depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier non plus que l'entretien des maisons secondaires sollicite fortement les artisans toute l'année. Sans atteindre les objectifs évoqués, à mon avis, la surtaxe n'aboutira qu'à une chose, c'est-à-dire à différer les travaux d'entretien et donc à diminuer le chiffre d'affaires des commerçants et des artisans locaux, qui sera donc négativement impacté. Voilà. Donc, voilà. Sans motivation suffisamment étayée, cela revient pour nous simplement à trouver une recette supplémentaire, alors que la suppression de la taxe d'habitation a été, rappelons-le, entièrement compensée par l'État et que les bases fiscales ont été revalorisées d'une manière inédite cette année. Donc, on a des recettes 7,1%, on n'a jamais connu ça depuis plus de 30 ans. Alors, mais c'est bien de vouloir plus d'argent, mais qu'est-ce qu'on offre en échange, nous, collectivités? Quel service?
hein. Tous les efforts restent à faire, à mon avis, pour maîtriser les dépenses et organiser le service afin que les plus atteints, y compris les résidents secondaires, puissent bénéficier d'un service municipal professionnel à la hauteur des impôts actuels. Là, je crois qu'on a un travail considérable. Il faut d'abord qu'on balaye devant notre porte avant d'exiger ou d'augmenter les recettes. Le service doit être d'un niveau perfectible, à mon avis. Nous pensons donc que cette surtaxe est donc strictement punitive. Si les personnes qui sont visées aujourd'hui avaient le pouvoir de voter ici, et quelques-unes l'ont, eh bien jamais on se permettrait de majorer du jour au lendemain leur taxe de 30%, puisqu'avec la majoration de la base, de 30% du jour au lendemain. C'est donc particulièrement injuste, je trouve ça même violent. Je trouve ça injustifié, d'ailleurs il n'y a pas de justification, si ce n'est que les autres font, donc on fait. La surtaxe ne fera qu'accroître le ras-le-bol fiscal dans un contexte de diminution du pouvoir d'achat des ménages, tout en nuisant à l'économie locale. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, en l'état, le projet n'est pas suffisamment structuré, il n'est pas suffisamment justifié, et je propose donc de renvoyer l'examen de cette proposition à un autre conseil, et donc cela me semblera plus opportun. Tant pis, on prendra, de toute manière, on a une augmentation de nos bases fiscales, et on a une augmentation des recettes fiscales. Voilà. Voilà ma position, voilà notre position. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit argumenté sur les éléments objectifs. Après, voilà. Merci. Y a-t-il des réactions autour de la table? Lors demain. Monsieur Duval, je comprends votre opinion, votre position sur ce dossier, mais bon, on n'est pas tout à fait du même avis. Puisque quand vous parlez de logements vacants, de 300 et quelques logements vacants, il est bien entendu que ces logements vacants sont comptabilisés en fait dans ces résidences secondaires où il n'y habite personne au 1er janvier de l'année. Ils peuvent être considérés comme ça. En plus, je dirais que vous avez parlé des locations qui n'étaient pas possibles à l'année, puisque c'est des... Au contraire, plus la surface habitable est importante, plus les gens pourront faire du logement social. Vous savez qu'en logement social, on est aux alentours de 5,50 du mètre carré. Si votre logement fait aux alentours de 500 mètres carrés, ça correspond à un loyer aujourd'hui 550 €, ça correspond à un loyer tout à fait normal. Je voulais rajouter que, d'une part, ce que provoquent aussi ces résidences secondaires, je vais vous donner quelques chiffres qui se passent du 1er juin au 7 juillet, du 31 août au 1er octobre. On passe le lundi, le jeudi, le samedi, un agent 12 heures par semaine pour nettoyer les sanitaires, pour les ramasses des déchets, pour le ramassage des déchets en plus. Donc tout ça, ça a un coût supplémentaire. On ramasse environ 400 kilos à chaque matinée, un petit camion, soit 1 tonne 2 semaines, soit 11 tonnes en moyenne pour la saison. Le ramassage des déchets superflu, je dirais. C'est-à-dire à côté de... Donc tout ça a un coût qui est généré par ces résidences secondaires. Je rajouterai après sur octobre, juin, par exemple, ça descend, on ramasse environ 300 kilos à chaque matinée, soit 600, et on fait deux fois par semaine, 600 kilos la semaine. Ce qui fait un total à l'année de déchets ramassés, en plus des emplois ménagères normales, soit 78 tonnes. Un nettoyage des sanitaires de plage et tout ça qui est dû justement, qui a un coût, à 278 heures. Ça fait un nettoyage des déchets des 10 écopoints, on a 10 écopoints, et ramassage des poubelles de plage, centre-ville, 658 heures d'agent. Vous voyez, donc on n'a pas les mêmes critères. Maintenant, c'est chacun qui juge. Juste sur les logements vacants, non, justement, c'est ce que montre Armanstat, les logements vacants, c'est compté en plus des résidences secondaires et en plus des résidences principales. Sur la facilité pour transformer du logement social, ça n'est appuyé sur aucun élément objectif. Troisième point, sur le coût supplémentaire que constitue le ramassage des ordures, eh bien, écoutez, la commune, effectivement, a des majorations, notamment du fait de son caractère estival, et une majoration sur les dotations et autres, et on a défixé les taux d'imposition en fonction, surtout que, quand on parle des ordures, il ne faut pas oublier que c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui elle-même a augmenté, qui permet aussi de faire ce genre de travail.
Donc je ne vois pas trop. Et puis pourquoi est-ce que les uns devraient payer sur les autres? Et en plus, vous revenez sur un engagement. Ça ne vous gêne peut-être pas de revenir sur un engagement, ça c'est une autre question. Mais là, c'est vous revenez sur un engagement de campagne. Merci M. Duval. Il ne nous aura pas échappé quand même sur l'engagement de campagne. D'abord que cet impôt, ce décret, n'était pas dans le catalogue des leviers possibles fiscaux il y a quelque temps, puisque c'est une proposition toute récente. Nous ne faisons pas le choix effectivement de taxer au quotidien ou d'augmenter l'impôt de nos résidents permanents. Nous utilisons là un levier fiscal tout récent qui nous est offert. Alors on verra Eurostat, mais Eurostat dira effectivement des choses lorsque un peu d'eau sont tombés sur la route. Première des choses, d'abord, quand vous dites les services publics, quand nous créons France Service par des engagements de l'État, quand nous ajoutons la carte d'identité du passeport sur des engagements dans les préfectures, on pourrait peut-être égrener un petit peu de choses comme ça. Nous créons du service public. Nous n'enlevons pas du service public, nous créons du service public. Ce n'est pas une incantation aujourd'hui de dire que ce petit levier fiscal à hauteur de 128 000 euros va tout changer. Il nous est offert. Il répond aussi quand même à une ligne de fond qui est à savoir que nous avons quand même un vrai défi de logement sur notre territoire. Il faudrait être aveugle ou ne rien voir pour dire qu'il n'y a pas un défi de logement. Peut-être les choses ont été dites différemment, mais c'est que ces 128 000 euros annuels soient fléchés et qu'ils nous servent, si possible, à terme, dans le cadre de différents programmes de développement que nous avons, de pouvoir contribuer, nous aussi, à avoir quelques logements locatifs, y compris dans les mains de la municipalité. Voilà sur la proposition. Et je redis que fidélité au programme, merci de nous le rappeler, nous y serons très fidèles. De redire qu'effectivement, 4 ans ou 5 ans, cette levée n'était pas possible. Nous ne changeons pas les bases imposables pour l'ensemble de nos populations. Nous utilisons un outil permis aujourd'hui. Alors, la moyenne ou les regards des communes, parce qu'il faut être aussi peut-être d'une cohérence de territoire, vous dire aussi qu'entre les plus hauts, peut-être du côté de Bréa ou des îles, parce qu'il y a un vrai défi. Vous dire aussi peut-être que les plus modestes, 12-10% sur d'autres communes du littoral. En tous les cas, notre arbitrage, il est celui-là, autour de 40%, 128 000 euros. C'est un levier possible, et je réponds à votre affirmation, sans racketter effectivement ceux qui nous sont plus atteints plusieurs fois dans l'année, en tous les cas, notamment pour la période estivale. Voilà sur une réponse, en tout cas, c'est pas une réponse, c'est un échange. Mes chers collègues, je vais mettre aux voix. Donc, y a-t-il des voix contre? 2. Abstention? Pour? Merci à vous, chers collègues. Le point 2, tableau des effectifs. Madame Eva Troeger. Nous passons au tableau des effectifs. Donc, il appartient au Conseil municipal, compte tenu des nécessités de service, de modifier le tableau des effectifs. Vu l'avis favorable du comité technique réuni le 15 septembre 2023, je demande au Conseil municipal d'adopter le tableau des effectifs ci-dessous. Donc, pour les changements, on a un grade d'attaché qui est maintenu, avec un agent en détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur administratif et financier. On a également un détachement en grade d'attaché sur un emploi fonctionnel. On a moins un adjoint administratif principal première classe et plus un adjoint administratif. Vous verrez qu'on a 2 apprentis en moins, donc pour des fins de contrat. On laisse ouvert les postes de brigadier chef principal et brigadier en attente de trouver à embaucher. On a moins d'un adjoint technique principal première classe pour un départ en retraite
titre de la promotion interne et vous retrouvez donc ce plus un agent de maîtrise de suite à l'avancement de grade, moins un agent technique principal deuxième classe pour un départ à la retraite et ce deuxième apprenti dont je vous ai parlé. Donc, vous aurez peut-être constaté qu'il y a une coquille en dessous. Il y avait indiqué la suppression d'un grade d'attaché territorial, ce qui n'est pas le cas. Ce grade est maintenu. Donc, les crédits nécessaires à la rémunération aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au chapitre 012 du budget principal de la commune. Il est demandé au conseil municipal d'adopter le tableau des effectifs ci-dessus. Vous avez une petite modification sur le tableau qu'on nous a présenté en CST. La première ligne, poste pourvu, ils étaient à 0. Oui, mais d'où était là la coquille. Vous vous rappelez, je vous dis qu'il y avait cette coquille, il n'y avait pas de suppression de poste. Parce qu'on retrouve le fait qu'ici, écrit suppression de grade d'attaché territorial. Et j'ai indiqué que c'était une coquille, que c'était maintenu. En CST, vous savez qui était cette personne, d'où la suppression, mais on avait indiqué qu'on maintenait. Ce fichou, vous avez annoncé une suppression de 2 postes d'apprentis. Est-ce que vous avez prévu d'en reprendre d'autres? Alors, en fait, les apprentis, il faut aussi que les agents soient prêts à pouvoir... voilà. Et donc, en général, c'est discuté avec les agents. Donc là... C'est pas fermé, quoi. Du tout. Ouais. Permettez une précision. Je vais faire une précision, M. Fichou, sur ça. Effectivement, il y a le tableau, j'ai envie de dire, à l'instant T. Et puis, il y a ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a des apprentis dans la collectivité. Nous, on voulait juste faire une petite précision. On va s'abstenir sur ce tableau des effectifs. On n'est pas membre du comité technique, on n'est pas membre du CHSCT. Et en fait, depuis le début du mandat, on n'a quasiment aucune information sur les effectifs. Donc, on s'abstiendra. Très bien. Petite question, vous mettez dans le tableau, tout en haut de la page, je ne sais pas, détachement, agent en détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur administratif et financier. Et après, le point suivant, on parlera d'un emploi fonctionnel de directeur général des services. Alors là, il faudrait clarifier parce que c'est pas la même chose. Moi, j'ai emploi fonctionnel en détachement du grade d'attaché. Oui, mais juste au-dessus. Qu'est-ce que c'est? Du directeur administratif, là, c'est plus communément appelé le DAF. Ouais. Oui, mais c'est C'est là. un directeur administratif et financier. Alors, j'ai pas très bien compris. Donc l'emploi fonctionnel qui est proposé à la création, c'est un emploi fonctionnel de directeur administratif et financier ou de directeur généraliste des services? On l'abordera après, mais le premier... Ah oui, mais il faut voter maintenant pour ça. Donc, il n'est pas fonctionnel. Là, ce que vous avez, cet emploi-là n'est pas fonctionnel. C'est pas fonctionnel celui-là. ah bon, parce que là, il y a écrit... Il y en a bien deux. Ah, d'accord. Il y a écrit emploi fonctionnel de directeur administratif et financier. C'est pour ça que je ne En comprends fait, pas. quand on crée un emploi fonctionnel, j'ai eu la chance qu'on m'expliquait ça. On doit noter, en fait, c'est comme s'il y avait 2 emplois, mais c'est une seule personne qui... Non, ça j'ai compris. J'ai compris. Mais le problème, c'est qu'il y a écrit directeur administratif et financier pour l'emploi fonctionnel. C'est la qualité de l'emploi fonctionnel. Or, le point suivant, c'est directeur général des services. Donc, on ne sait pas si l'emploi fonctionnel, c'est un directeur administratif et financier ou un directeur général des services. C'est ça ma question. Pardon si mes propos n'ont pas été entendus, c'est par rapport donc, à l'attaché là, sur le DAF, ce n'est pas un emploi fonctionnel, on est bien d'accord. Et c'est dans la liste avec courtoisie, élégance, le nombre de petites coquilles de mise à jour du tableau. Voilà, je le fais bien gentiment, d'accord. Mais en fait, entre votre envoi, oui, mais je vois M. Duval, mais vous voyez bien, il faut bien l'assumer. Entre la réalité et la vraie vie, un certain nombre de coquilles sur ce tableau, y compris le nombre des apprentis. Voilà. Ces choses-là, espérons qu'effectivement, lorsqu'il y aura quelqu'un qui sera RH, on aura un petit peu plus de certitude dans cette collectivité. Merci. Je joue les tableaux.
Bien voilà, ces modalités d'écriture ayant été abordées sur la proposition qui vous est faite effectivement de la création d'un emploi fonctionnel. Je ne vais pas reprendre la délibération qui vous est proposée. Je rappelle simplement qu'effectivement, la création d'un emploi fonctionnel de DGS est de plein droit ouvert aux collectivités dont la population est entre 2000 et 10 000 habitants. On y accède à ce type de poste par détachement, soit directement par la collectivité concernée, notre collectivité ou une administration d'État ou hospitalière, les différentes fonctions publiques autrement, que les personnes recrutées dans le cadre d'un emploi fonctionnel soient des personnes rémunérées sur une grille indiciaire dédiée à cette fonction. Et vous aurez bien compris, mes chers collègues, qu'étant donné les difficultés récurrentes de la collectivité vis-à-vis des différents DGS qui se sont succédés depuis maintenant un certain nombre d'années, il semble plus judicieux de permettre au maire, à la collectivité d'agir, y compris clairement d'y mettre fin au détachement sur ce poste de DGS, effectivement, convenu que ce poste soit un poste fonctionnel. En gros, donner de l'attitude à la collectivité d'agir lorsqu'on voit que les choses sont tendues, compliquées, pour ne pas mettre en difficulté le fonctionnement au quotidien. C'est effectivement la question qui vous est posée ce soir, avec les objectifs évidemment clairement d'avoir plus d'efficacité, de pouvoir mettre effectivement la collectivité, comme on l'a souvent dit, en ordre de fonctionnement au quotidien, et donc pour nous, plus de facilité, pour nous, pour vous, hein, pour l'intérêt général, plus de facilité. Ça a eu peut-être existé, je crois, le dit-on, à une époque. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est plus pertinent de dire qu'un tel poste est plus efficace sur un emploi fonctionnel. Voilà ce qui vous est proposé. Oui. Aujourd'hui, il y a une personne sur le poste de DGS. Cette personne, elle est... Quel statut là aujourd'hui? Elle est en arrêt maladie, elle a démissionné, elle a abandonné le poste. On en est où? Est-ce que là, c'est un poste en doublon que vous êtes en train de créer? C'est une question que j'ai posée au dernier conseil municipal. À laquelle j'avais déjà répondu. À laquelle j'avais déjà répondu. Elle était en arrêt maladie jusqu'au... Aujourd'hui, cette personne est toujours en arrêt maladie. En fait, la délibération qui vous est proposée, c'est d'anticiper. D'anticiper et de ne pas être devant des difficultés qui, demain, si elle disait je ne suis pas en arrêt maladie ou je vais ailleurs, en gros, c'est en imaginant toute une sorte d'hypothèse d'avoir l'outil qui nous permette de dire aujourd'hui, il est possible de recruter quelqu'un, effectivement, qui soit sur ce que je viens de vous dire, sur un emploi fonctionnel, pour avoir plus de latitude. Elle est aujourd'hui toujours en arrêt maladie. Donc la question suivante, c'est aujourd'hui elle est en arrêt maladie, donc acte, c'est un médecin qui l'a arrêté. Cette personne revient dans un mois. Quid de ce poste fonctionnel? Si elle revient dans un mois sur le poste fonctionnel n'est pas utilisé. Mais il est créé avec la possibilité de l'utiliser. Et elle est en arrêt maladie 6 mois, je ne suis pas du tout médecin. Il y a une personne qui prend ce poste d'emploi fonctionnel là, dans 1 mois, 2 mois. Et si cette personne prend ce poste fonctionnel, par quel biais? Un recrutement interne, promotion interne, un recrutement à l'extérieur? Comment vous voyez les choses? Et quand il y a recrutement, il y a forcément publication de l'offre d'emploi, ce qui n'est pas le cas d'autres, puisque notre DGS est toujours, elle est en arrêt maladie. Mais ça va aller plus loin, ça va répondre à la question. Après la création de cet emploi fonctionnel, personne n'ignore la situation de la commune. Elle est en arrêt maladie depuis 6 mois, elle n'est plus rémunérée par nos services aujourd'hui. Nous ignorons aujourd'hui les suites qu'elle doit y donner à sa situation. D'accord ? Simplement dans les choses qui sont officielles, je pense que ça peut être dit, elle ne réside plus sur le territoire. On peut imaginer. On avait donc aujourd'hui une situation actuelle
où on a besoin effectivement de faire fonctionner ces services. Il y avait aujourd'hui le poste de DAF qui est non fourni, ce qu'on vient d'aborder il y a quelques instants. On propose effectivement de recruter quelqu'un sur ce poste de DAF et de pouvoir, en fonction de l'évolution de la DGS en fonction, pouvoir demain postuler et en faire notre peut-être DGS, effectivement, sur la catégorie fonctionnaire. Voilà ce qui est imaginé. En gros, c'est est-ce qu'on attend très longtemps d'être devant une difficulté et, comme disait quelqu'un, devant être le fait accompli, ou est-ce qu'on anticipe une situation? Et ce qui est fait ce soir, c'est d'anticiper une situation. Quelqu'un va entrer en poste sur le DAF en fonction de l'évolution de la santé, de la maladie, de ce qu'est la DGS. Celui-ci peut devenir, sur l'emploi fonctionnel, DGS demain. Une question, c'est quoi le poste de directeur administratif et financier dans la commune? Parce qu'il y a un poste de responsable des finances, point. Ce poste est pourvu normalement. C'est un poste qui a bougé au fil du temps, poste à laquelle on a, je crois, posté maintenant plus d'un an, ou presque un an, auprès du centre de gestion, et un poste à laquelle nous n'avions pas de candidature. Mais Nous avons aujourd'hui Pardon. une candidature pour ce poste de DAF, à laquelle nous allons répondre favorablement. Mais là, parce que le poste était occupé par un agent de catégorie B, qui est toujours dans les effectifs de la commune, il est parti où cet agent? C'est madame. Cet agent, oui, je vois. Cet agent est aujourd'hui parti au service technique pour faire suivre les projets. Oui, mais au service technique, il y a déjà un agent. Il y a le directeur. D'abord, nous avons un directeur des services techniques qui est en catégorie A. Avant, il était en catégorie B. En plus, nous avons un chef de centre technique municipal en catégorie B. Donc maintenant, il y a un autre agent encore. Là, ça m'étonne. Que les agents aient des souhaits, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont titulaires de leur grade, pas de leur poste. Et c'est pour ça que tout à l'heure, par rapport à ce que vous indiquiez, qu'effectivement, il y avait une difficulté quand on avait des agents qu'on voulait remplacer, il suffit de les décharger. Et par exemple, si en plus on a deux attachés, donc il est très possible que la direction des services soit retirée à l'un pour être confiée à l'autre, juridiquement. Donc je ne vois pas pourquoi on a besoin d'en passer par un poste, un emploi fonctionnel. Pour répondre à M. Duval, le poste catégorie B qui était donc directrice des finances, elle est partie au service technique à sa demande. Elle ne souhaitait plus ce poste de directrice des finances, donc elle a souhaité partir au service technique. Donc elle est en appui de monsieur Bienfait, à côté de moi, pour travailler sur tous les dossiers administratifs, subventions, etc. Donc à sa demande, nous avons répondu favorablement. Oui, mais le problème c'est à sa demande. Peut-être que la commune, on ouvre un certain nombre de postes, vous avez une commune de certaine taille, ça peut marcher. Voilà, mais là, il y a une augmentation du nombre de postes considérable, il y a une augmentation aussi des grades. Moi, du temps où j'y étais, il y avait un agent de catégorie A, maintenant ça ferait 3 ou 4, on ne sait pas. En plus, l'agent du directeur administratif et financier, c'est-à-dire responsable des finances, pourrait rester en catégorie B. Ensuite, l'agent, c'est pas parce qu'il demande qu'on doit lui donner, la collectivité peut offrir un certain nombre de postes. Mais on ne va pas créer des postes, juste l'intérêt, c'est l'intérêt supérieur du service qui compte. C'est pas juste, si l'agent n'est pas content, et c'est valable pour toute la fonction publique, j'en connais quelque chose, on change de poste, on change de commune, on va voir ailleurs. Et voilà, et en fait, et c'est pas si mal parce que ça fait aussi tourner un petit peu et c'est pas mal. Voilà. Et il ne faut pas donner suite. On n'est pas obligé de donner suite. On ne va pas créer des postes. Et si demain un autre agent nous demande encore autre chose, on va créer quoi? Non, ça ne va pas. Je peux répondre? Oui, pardon. Ça me ça tout. C'est un problème de management pour moi. De parler et votre rapidité. Quand vous parlez de créer poste, je voulais juste vous dire
Il y avait donc, dans ce service, il y avait le service RH, on est d'accord? Directrice RH, directrice finance. Aujourd'hui, à l'instant T, on recrute un DAF qui fait donc les deux. D'accord? Pour 2 postes, nous en avons un. La directrice est partie. Donc là, il n'y a pas de d'agent supplémentaire. Pour 2, on crée un DAF. Et la personne, on répond à sa demande en la mettant avec M. Bienfait au service technique. Oui, mais le directeur des services techniques est maintenant catégorie A. Donc il peut très bien faire les deux. Premier point. Deuxième point, si on est obligé de diviser ainsi, et d'ailleurs c'est ce qui se faisait avant, avec un agent de catégorie B. Et je pense que la qualité nouvelle des agents ne fait que ça rendra les choses encore plus faciles. On a oublié de demander à M. Bienfait de devenir une pieuvre avec 2 bras. Oui, mais enfin, il y a plein d'autres agents qui arrivent très bien en catégorie B. Et là, on a un agent d'une qualité supérieure et d'un grade supérieur et d'une qualité supérieure, il n'y aura aucune difficulté. Il ne faut pas oublier non plus que si on a besoin d'avoir tant de directeurs, c'est parce que la direction générale des services a beaucoup trop délégué. Normalement, le directeur général des services fut un temps, pour ceux qui sont élus depuis longtemps, ils savent très bien que c'était lui qui faisait le budget, que c'était lui qui faisait les ressources humaines. Donc on est obligé de détailler comme ça, c'est pas normal. Là, il y a une difficulté. Et donc les conséquences, c'est qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, donc la masse salariale augmente considérablement, et avec des choix qui me laissent pantois quand même. Avant, tout ce qui était accompagnement sur les marchés, c'était le directeur des services techniques qui le faisait. Aujourd'hui, c'est un autre rédacteur. Non, c'est pas possible. On peut pas. La commune ne peut offrir. On a une responsabilité énorme. On se permet d'augmenter les impôts et on n'est pas capable d'organiser son service. C'est pas possible. Ça, c'est pas acceptable. Là, je suis pas d'accord. Attendez un peu. On verra. Excusez-moi, j'avais quand même un point en complément. On n'a pas de DAF, d'accord? On n'a plus personne au RH et la personne qui occupe la fonction de DGS est en arrêt maladie. Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes en train d'embaucher une personne en tant que DAF, et le deal, c'est pour faire venir cette personne, puisqu'on trouve personne, c'est vous glisserez également en tant qu'emploi fonctionnel de DGS. C'est ça le deal. Donc cette personne, en fait, elle est déjà recrutée. On est d'accord. La personne qui devrait prendre le poste d'emploi fonctionnel de DGS, vous avez déjà son nom, elle est déjà recrutée. D'accord, très bien. Donc il n'y a pas de recrutement en cours, il y a pas de... vous connaissez le nom, donc on n'a pas le choix sur ça. Je rappelle qu'effectivement, le poste de DAF, il est publié depuis un certain nombre de temps, qu'il n'y avait à cette date à peu près rien qui pouvait nous arriver par le centre de gestion. Cette personne est passée par le centre de gestion pour confirmer son offre. Les discussions se sont faites avec le centre de gestion. On reviendra sûrement, d'ailleurs, on pourra éventuellement peut-être présenter un prochain conseil. Je dis simplement la formation de ce DAF actuel. Voilà, de la licence, de la maîtrise, contrôleur public, inspecteur des finances publiques. Dans son parcours professionnel, contrôleur du Trésor, inspecteur des finances publiques dans différents départements, notamment dans les Côtes-d'Armor, adjoint au trésorier de Guingamp. Voilà la candidature que nous avons revenue. Et vous verrez qu'effectivement, puisque le sujet financier est très important pour nous, on aura là, je crois, l'argument de quelqu'un formé, de qualité, à la connaissance des finances publiques, pour nous accompagner. L'évolution dans 2 mois, dans 3 mois, dans quelques semaines, nous la verrons. En l'occurrence, tout de suite, dans la fonction de DAF, c'est quelqu'un qui est opérationnel. Voilà, alors pourquoi vous nous consultez si c'est déjà plié? Non, c'est pas plié. Non, mais pas parce que ça s'appelle la démocratie, et parce qu'aujourd'hui... Mais non, parce que le poste de fonctionnel n'existe plus dans la collectivité, et imaginons qu'effectivement, après la période d'essai, ça ne se fasse pas avec cette personne qui soit DAF aujourd'hui, on serait de nouveau devant nos difficultés, avec en train toujours d'attendre effectivement la bout des contrats, la fin des maladies. Je pense que pour la collectivité, il est bien plus sain lorsqu'on est maire d'avoir quelqu'un en fonctionnel sur DGS. Dès l'instant de rupture de confiance ou incompatibilité
où on voit que la collectivité commence effectivement à ne pas fonctionner correctement, on peut effectivement mettre fin au contrat, et je crois que c'est bénéfique, y compris pour l'ensemble des services. Voilà ce qu'on vous propose, une chose en 2 temps. Aujourd'hui, DAF, on vous informe effectivement. Le deuxième temps de l'emploi fonctionnel, il est effectivement d'avoir pour nous, collectivité, un outil pour agir. En tous les cas, moi j'ai tous les matins des interrogations à la fois des personnels, à la fois des élus, comment, DGS, on va faire, etc. On peut attendre la nuit des temps et pleurer, c'est pas ça qui marche. Ce qu'il faut, c'est anticiper. Ce soir, nous proposons d'anticiper et donc d'avoir l'outil adéquat. Alors, comme on est dans l'anticipation, ça tombe bien. Par rapport à cette personne, comme on a connu quand même des heures noires de DGS, est-ce que dans sa fiche de poste, vous avez mis un petit encart gestion du personnel humain? Parce que la gestion administrative, c'est une chose, les comptes, c'est une chose, mais pour que ça avance et que ça se passe bien et mieux que ça n'a été, je pense que la notion d'humanité, elle est importante dans ce poste-là. Écoutez, je vous rejoins. Comme moi, je pense que vous êtes une amoureuse de la bureaucratie, de la technocratie, et je partage et j'appelle à ce qu'effectivement, déjà dans ce DAF, mais demain, quel que soit le DGS, il y a effectivement dans la case compétences ou dans la case obligation une gestion humaine, effectivement. Oui, on a une enveloppe pour... Est-ce qu'on a prévu une enveloppe pour l'emploi fonctionnel? Combien ça va nous coûter? Parce qu'il faut le budgétiser, ça on est bien obligé. Donc il y en a pour à peu près... À mon avis, c'est à peu près ce qu'on va gagner sur la surtaxe des résidences secondaires va passer entièrement dans la rémunération d'un emploi fonctionnel, parce que je pense qu'on a à peu près pour 100 à 120 000 euros. L'intérêt d'un poste fonctionnel, c'est justement ça, c'est d'offrir un poste plus attractif. Parce que les emplois fonctionnels, ça permet de donner une meilleure rémunération. Et des garanties aussi ouvertes en cas de décharge, notamment avec le droit à un congé spécial, c'est-à-dire un agent qui est payé chez lui par la commune pendant 5 ans. La commune a déjà fait l'expérience douloureuse des emplois fonctionnels. Ceux qui sont élus ici depuis longtemps le savent très bien. Et ils savent également que le résultat n'a malheureusement pas été satisfaisant, voire carrément douloureux. Nous avons eu des recrutements d'agents venant d'autres administrations, des agents qui n'ont jamais exercé les fonctions de direction d'une commune, des recrutements par le biais de partis politiques, des congés, et surtout 2 congés spéciaux qui ont impacté le budget communal pendant 10 années. Quand on décharge un emploi fonctionnel, eh bien, on peut avoir en face un congé spécial. Je crois que la leçon a été assez rude. Par ailleurs, le poste de directeur général des services n'est pas juridiquement vacant actuellement, donc il y a une incertitude qui est très forte. À l'issue de l'arrêt maladie, on pourrait donc se retrouver avec 2 directeurs, ce serait inédit. Je ne vois pas comment cela va s'articuler et ça risque de dégrader considérablement l'ambiance du service. Le service public s'en ressentira. Entre 2008 et 2022, nous avons produit effectivement 7 directeurs qui se sont succédés. Cette rotation est malheureusement importante, inhabituelle, et elle a fortement contribué aux difficultés que le service a connues. Je ne suis pas sûr que rajouter un 8e nom, qui plus est, sous le statut d'un emploi fonctionnel, n'arrange la situation. On se souvient que les postes d'emploi fonctionnel à Ploie ont abouti à des rémunérations de plus de 6 000 euros net par mois. Combien prévoit-on de financer le poste aujourd'hui envisagé? Quel sera le risque d'un congé spécial ensuite? Là, les réponses manquent. Rappelons également que la commune connaît une évolution défavorable de ses charges de gestion, particulièrement de la masse salariale, plus 11% en 2021, plus 9,5% en 2022. La rémunération représente 62% des charges courantes depuis 2019. En 2014, il y avait un agent de catégorie A. Aujourd'hui, à qualité de service constante. Alors que les compétences communales ont été en partie transférées à l'intercommunalité, c'est-à-dire autant de travail en moins pour les agents de la commune. Eh bien, nous trouvons maintenant avec peut-être 3 agents de catégorie A
Je pense qu'il faut arrêter les frais. N'oublions pas également le résultat historiquement bas de 2022, donc 140 000 €. Hein, c'est plus que préoccupant. Et ce résultat oscillait entre 2017 et 2021 entre 825 000 et 1 140 000. Aujourd'hui, c'est 140 000 €. Avec le financement d'un emploi fonctionnel, il ne restera plus rien. Et tout cela, c'est sans évoquer également l'augmentation très sensible de la dette ces dernières années, avec la souscription d'un emprunt de 600 000 € en 2020, 1 200 000 € en 2021. La capacité de désendettement de la commune était en 2019 de 3,3 années. Elle s'est dégradée pour atteindre 5,4 années en 2021 et maintenant 7,9 années en 2022. Moi, je me demande franchement si nous prenons bien la mesure de la situation, et je me permets, chers collègues de la majorité, de vous alerter encore. À mon sens, il faut arrêter les frais, ne pas se placer dans une nouvelle situation qui risque de se révéler difficile et coûteuse, voire conflictuelle. Voilà, c'est la raison, vous l'avez expliqué, la raison pour laquelle on votera contre. Bien, chers collègues, je vais mettre aux voix. Y a-t-il donc des voix contre? 3. Abstention? 5. Merci à vous. Je vous propose, d'information, de faire avec vous un certain nombre de points de commission, qui étaient à la fois des questions précédentes, mais aussi des informations aujourd'hui. Donc, la prochaine commission finances se réunira le 19 octobre. La commission jeunesse, le mercredi 15 novembre. La commission travaux voirie se réunira le mardi 31 octobre. La commission communication se réunira le mardi 24 octobre. Et il nous reste à mettre en place, et ça c'est Madame l'adjointe aux affaires financières qui va la placer, cette réunion que nous avons convenue ensemble, réunion municipale sur le pacte de solidarité financière. Voilà sur les informations. Sur différentes réponses aux questions. Sur les réponses aux questions, diverses questions que vous aviez posées, Monsieur Robigot. Le camping. Donc là, on est sur un tempo, et puis le conseil a été assez court entre les deux convocations, y compris très franchement devant vous, de dire de préparer toutes les réponses et de les construire dans la durée. Mais sur le camping, nous sommes en attente d'un jugement au 14 novembre, d'un rendu jugement 14 novembre, et il nous sera plus facile après de pouvoir entrevoir. En tous les cas, je reste sur l'idée avec nos services techniques de travailler différentes hypothèses et d'associer effectivement l'ensemble des collègues. Sur la question de petite ville de demain, les choses n'ont pas tellement évolué effectivement, puisque le chef de projet, celui qui doit être là une fois par semaine, est toujours aussi en arrêt maladie, et je crois que M. Bienfait a dû le contacter tout récemment pour que on puisse faire, et ça c'est Jean-Yves Guillouette qui en a la charge, un retour avec la population et de remettre en mouvement nos travaux collectifs. Sur l'étude avec Sciences Po, non, les choses ne sont pas clôturées aujourd'hui et on saura revenir vers vous. Sur la question du secours populaire, à la fois parce que nous avons fait une réponse par courrier, mais puisque Jean-Marie Leroy était, peut-être on peut repréciser les propos que nous avons formulés sur le calendrier de travaux auprès du secours populaire. Merci. Oui, effectivement, M. Robigot, vous étiez présent avec moi à cette Assemblée Générale. On répète notre volonté d'accompagner le secours populaire par une réhabilitation du bâtiment, l'ancien garage qui était juxtaposé au SDIS, donc qui deviendra un bâtiment solidaire lié au secours populaire. Il va y avoir sous peu, dans quelques jours, un bureau de contrôle qui va intervenir pour faire un point concernant les structures. Et ensuite, on partira avec l'architecte Laurent Giquel sur une maîtrise d'œuvre et un cheminement qui arrivera jusqu'au deuxième semestre pour une prévision de travaux. D'abord le déménagement Oui, naturellement. au service technique. La fin des travaux. Vous
garage de service technique, le déménagement du garage de service technique. Et ensuite, ça ne nous empêche pas de commencer les diagnostics de charpente et tout ça, et avec les bureaux de contrôle. de travailler sur le projet. Là, le local actuellement est vide, là. Service technique ont déménagé. C'est un. Le garage n'est actuellement pas déménagé. D'accord. On a fini les travaux pour l'aménagement du garage de service technique. C'est en cours. Des questions? Pas de questions? Bien, écoutez, chers collègues, merci pour cette séance rapide et vous avez compris qu'il était important pour nous de le faire assez rapidement, notamment pour le premier point. Merci à vous.